Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des marchés des métaux. Nous sommes en février 2025 où on avait connu des pics historiques de prix aux alentours de 2021-2022 pour un certain nombre de métaux. Depuis, les prix se sont un petit peu tassés mais restent assez élevés. En même temps, ils n'ont pas explosé, ce qui est intéressant parce que la demande de métal, elle est très vigoureuse, qu'il s'agisse de cuivre, de nickel, de lithium. Et nous verrons aussi d'autres métaux. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de faire un petit bilan de ce qui s'est passé au cours des derniers mois et puis de se projeter un peu à moyen long terme pour voir quelle pourrait être l'évolution des prix des métaux, sachant que la demande de métal elle est très vigoureuse en lien avec les transitions bas carbone et aussi les transitions numériques qui sont très consommatrices en métal. Alors, sur ce premier graphique, vous voyez l'évolution du cours du cuivre en dollars par tonne depuis à peu près un an. Donc, le cours du cuivre, en fait, s'enroule depuis quelques mois aux alentours de 9 000 $ par tonne. Il faut savoir qu'au début des années 2000, on était beaucoup plus bas. On était aux alentours de 1 500, 2 000 $ par tonne. Donc, en 20 ans, en 25 ans, un quintuplement du prix du cuivre. Les modèles qu'on utilise à l'UIMM pour faire des prévisions à court terme à l'horizon 6 à 9 mois suggèrent pour l'instant plutôt une stabilité globale en 2025 du prix du cuivre aux alentours de 9 000 $ la tonne, hors accident géopolitique. Ça peut toujours arriver, les accidents géopolitiques. J'y reviendrai. Là, vous voyez le cas du nickel, le prix de la tonne du nickel. Alors, le nickel, ça sert à deux choses. Ça sert dans la sidérurgie pour fabriquer un certain nombre d'aciers. Et puis, ça sert aussi dans le secteur automobile et plus précisément pour fabriquer des batteries automobiles. Comme vous le voyez, la tendance de la tonne de nickel depuis un an, elle est plutôt à la baisse. En gros, on est passé de 18 à 20 000 $ la tonne à environ 15 000. Il faut savoir que l'Indonésie a ouvert de très grosses mines de nickel, souvent avec des capitaux chinois d'ailleurs, depuis 2-3 ans. Et l'Indonésie, jusqu'à maintenant, a plutôt inondé le marché. Et donc, ça envoie une pression plutôt à la baisse sur le prix de la tonne de nickel. Et puis, peut-être un troisième métal important pour notre activité, le prix de l'acier. Donc là, dans des contrats à long terme du côté de la Chine. Comme vous le voyez, là aussi, depuis un an, une tendance soit à la stabilisation au cours des derniers mois, et puis sur un an ou un an et demi, plutôt à la baisse. Le cours de l'acier, il est quand même très lié à ce qui se passe en Chine en termes conjoncturels. La Chine, c'est la moitié de l'offre d'acier dans le monde, la moitié de la demande mondiale. Et la situation du secteur immobilier chinois, qui est toujours très dégradé, c'est quelque chose qui ne pousse pas à la hausse les prix de l'acier. Donc on vient de voir trois métaux importants liés à la transition bas carbone et comme on le voit, les prix ne s'envolent pas. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que il y a une petite musique, je dirais, dans le débat public et chez les organisations internationales qui suggère que nous irions au-devant d'une pénurie de métal dans l'économie mondiale. En effet, la transition bas carbone, c'est beaucoup plus de demande de cuivre. La transition bas carbone, c'est moins d'hydrocarbures, plus d'électricité. Des voitures électriques dans lesquelles il y a 3 fois plus de cuivre à cause du câblage que dans des voitures thermiques, le nickel qui est utilisé pour les batteries automobiles, et puis le cobalt aussi pour les batteries automobiles, les terres rares, néodyme, praséodyme, qui sont utilisés dans des aimants semi-permanents, dans les éoliennes, dans les disques durs. La transition bas carbone et la transition numérique sont des évolutions structurelles intensives en métal. Vous voyez sur ce graphique du FMI, sur très longue période en bleu, l'évolution de la demande mondiale de pétrole qui augmente aujourd'hui aux alentours de 0,5% par an, alors que la demande de cuivre en rouge a été beaucoup plus dynamique depuis une quinzaine d'années. C'est en partie lié au développement de la Chine et cette croissance devrait s'accélérer puisque la planète entière est en train de basculer plus ou moins vite dans la transition bas carbone. Donc nous rentrons dans des économies relativement intensive en métal et moins intensive en hydrocarbures. Ce constat, il est partagé à peu près par tout le monde. Si je regarde le marché du cuivre, vous avez pas mal de gens qui regardent les données et qui, effectivement, se rendent compte d'évolutions un petit peu étonnantes. C'est-à-dire que depuis 15 ans, on n'a pas fait de découverte de mines de cuivre très, très importantes. Depuis 10 ans, on a très peu investi dans les nouvelles mines de cuivre. Et quand bien même on déciderait de le faire, que les premiers tonnages de cuivre qui sortiraient des mines, ça ne serait pas avant 2035, parce que c'est très long le délai entre décider d'exploiter une mine
mine et l'exploiter effectivement. Et puis, les investissements en milliers de dollars par tonne extraite sont de plus en plus élevés parce que on trouve des mines de cuivre plutôt dans des zones reculées, dans des pays sans infrastructure. Et donc, il faut investir de plus en plus pour obtenir une tonne de cuivre. Et vous avez pas mal d'observateurs, mais qui ne travaillent pas dans l'industrie minière, qui ont tendance à dire qu'on va au-devant d'une pénurie de cuivre dans le monde et que donc le prix serait susceptible de s'envoler. En réalité, ce n'est pas très probable et ce graphique permet peut-être de le comprendre. Il y a deux notions très importantes en économie minière, c'est les réserves et les ressources. Les réserves, c'est la quantité de métal, ça vaut pour le cuivre, pour le nickel, pour le lithium. Les réserves, c'est la quantité de métal qu'il y a dans l'écorce terrestre et qui est exploitable à des conditions économiques, qu'on peut extraire à des conditions économiques, c'est-à-dire en faisant un minimum de profit, en rentabilisant son investissement. Et les ressources, c'est la quantité de métal qui est présente dans l'écorce terrestre, qui est connue, ou qui est probable, et qui, compte tenu aujourd'hui du niveau des prix et du progrès technique, ne sont pas exploitables à des conditions économiques, mais qui peut-être un jour le seront. Et de fait, je disais tout à l'heure que le prix du cuivre avait été quintuplé depuis à peu près 25 ans. Eh bien, cette augmentation du prix du cuivre a permis d'augmenter considérablement le montant de réserves de cuivre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les mines de cuivre continuent de produire que le cuivre disponible dans l'écorce terrestre à des conditions économiques a baissé. Au contraire, il a plutôt augmenté. C'est ce que vous voyez dans ce graphique qui est relatif à une très grosse mine de cuivre au Chili qui s'appelle Collahuasi. En rouge, vous avez la production cumulée de cuivre depuis le début de l'exploitation de cette très grosse mine à la fin des années 90. Et puis, en jaune, vous avez les réserves, c'est-à-dire la quantité de cuivre que cette mine peut encore produire à des conditions économiques. Et vous voyez qu'elle a augmenté, ça ne doit pas surprendre. C'est peut-être pas très intuitif, mais ça ne doit pas surprendre parce que les prix ont augmenté et le progrès technique aussi a progressé. Et comme vous le voyez, les ressources que l'on connaît maintenant, qui ne sont pas encore exploitables à des conditions économiques, les ressources de cette mine sont encore incomparablement plus élevées. Et donc, au total, aujourd'hui, le secteur minier, il a plutôt tendance à continuer à exploiter les mines déjà existantes, dont les réserves vont augmenter parce que le prix a considérablement augmenté parce que la demande était dynamique. Et grosso modo, l'offre mondiale de cuivre arrive toujours à suivre la demande mondiale de cuivre, même si la demande mondiale de cuivre galope, et même si on n'ouvre pas beaucoup de nouvelles mines de cuivre. En apparence, c'est surprenant, mais en fait, ça fonctionne très bien. Alors évidemment, à moyen et long terme, il faut toujours se poser aussi la question du recyclage des métaux et puis du progrès technique. Alors pour ce qui est du recyclage des métaux, alors le modèle d'affaires du recyclage des métaux, il est très variable selon le métal considéré. L'aluminium est essentiellement recyclé. 75% de l'aluminium qu'on trouve aujourd'hui sur la surface terrestre, en fait, c'est de l'aluminium déjà recyclé. L'acier aussi, ça se recycle en grande partie, pas totalement, parce qu'il perd certaines de ses caractéristiques physiques et chimiques au fur et à mesure qu'on le recycle. Le cuivre, le recyclage est plus ou moins développé. 16% de la production mondiale de cuivre est du cuivre recyclé. Et puis, il y a d'autres métaux qu'on recycle très peu, par exemple les terres rares, néodyme, praséodyme. C'est très peu recyclé parce que c'est pas rentable pour le moment. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si les prix des métaux restent élevés, eh bien, le recyclage des métaux sera quand même plutôt de plus en plus rentable a priori à l'avenir. Et puis, c'est l'occasion, sans doute aussi dans notre filière, de réfléchir à produire des biens selon une conception modulaire qui facilite le désassemblage, la séparation et le tri des métaux. Et puis, le progrès technique, c'est très important dans le secteur minier. En fait, la production mondiale de cuivre, qui a démarré il y a à peu près, à l'ère industrielle, il y a plus d'un siècle, la production mondiale de cuivre, elle a cessé d'augmenter. Il y a une augmentation de l'ordre de 5000% depuis plus d'un siècle de la production mondiale de cuivre, parce qu'on a fait du progrès technique dans la façon d'exploiter les mines. Et puis on peut penser à long terme à des innovations technologiques. Il y a des gens qui font de la recherche sur des batteries automobiles sans cobalt, et puis il y a la question des nanotubes de carbone. Là, on est vraiment dans le stade de la recherche actuelle, mais on sait qu'en clair, en tricotant d'une certaine façon les atomes de carbone d'une certaine façon, on arrive à obtenir des structures qui ont des propriétés magnétiques, physiques, électriques, chimiques, qui sont très intéressantes et qui pourraient éventuellement, on en est au stade de la recherche,
se substituer à pas mal de métaux qu'on utilise aujourd'hui. Donc, en conclusion, chaque métal a un mode de fonctionnement de marché qui lui est propre, qui est différent de celui d'un autre métal. Donc, il faut être un peu prudent quand on évoque des règles générales en économie des métaux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les prix des métaux ils vont toujours rester très volatiles parce que la demande elle-même est assez volatile. L'offre ne s'ajuste pas toujours très rapidement. Donc ça, c'est une caractéristique de fond de l'économie des métaux. Vous aurez toujours un risque géopolitique de rupture d'approvisionnement parce que la production de métal elle est relativement concentrée. La transformation des minerais métalliques en produits semi-finis, elle est quand même pas mal en Chine. Donc il peut y avoir des accidents géopolitiques si vous avez des pays qui décident finalement de restreindre leurs exportations, par exemple dans le cas de guerres commerciales. Mais surtout, je dirais qu'à moyen long terme, le prix des métaux, donc on a bien compris qu'il avait peu de chances de baisser beaucoup à l'avenir parce que la demande mondiale sur beaucoup de métaux ne fait qu'augmenter en lien avec la transition bas carbone ou la transition numérique. Mais surtout, il n'est pas tout à fait sûr qu'on bute dans la plupart des cas, dans la plupart des métaux, sur une pénurie de métal dans les 5, 10 ou 20 années qui viennent parce que sur les marchés des métaux, vous avez des enchaînements qui impliquent les prix des métaux, l'évolution des réserves, le recyclage, le progrès technique qui font que l'offre de métal dans le monde est capable, dans la plupart des cas, de répondre à cette demande vigoureuse de métal dans le monde. Et donc, même si les prix ne devraient pas beaucoup baisser, il n'est pas du tout sûr qu'à moyen long terme, ils explosent, contrairement à ce que peuvent dire un certain nombre d'organisations internationales sur le sujet. Et c'est d'ailleurs ce que pensent les industries minières. Elles ne tablent pas sur une explosion des prix à moyen terme. Et donc, pour nous, industriels consommateurs, c'est globalement plutôt une nouvelle raisonnablement rassurante.